samedi 15 décembre à 23h07. Oui, bonsoir Souad, c'est Albert Sorbel, excusez-moi de vous déranger comme ça les samedis. En fait, j'ai trouvé le passage qui m'a obsédé pendant tout l'enregistrement concernant donc l'originalité du Diogène qui consiste plus dans la façon avec laquelle appliquer sa philosophie à la vie pratique plutôt que dans la théorie en soi. Donc cet aspect vraiment m'exalte, disons, d'avoir trouvé un Diogène super spirituel qui jusqu'à présent était Baudelaire pour moi, mais qui était resté un homme de lettres en fait. Et j'aurais besoin de trouver effectivement un homme plus de pratique, d'une philosophie pratique qui devient vie plutôt que d'une philosophie théorique. Donc voilà, et grâce à vous, je l'ai trouvé et je regrette de ne pas avoir pu dire ça dans l'émission. Vendredi de la philosophie. Portrait. Diogène de Sinope. Il y a bien des sourires noirs, une indifférence prête à tout, le goût des provocations, une lucidité féroce qui en appelle à la réalité crue, toute nue, sans accommodement ni fioriture, et qui sait parfaitement à quoi s'en tenir. Il y a des agissements qui ne s'embarrassent pas d'état d'âme, ni d'idéal. Il y a des intérêts satisfaits coûte que coûte, des intentions qui manquent de clarté. Même s'il est souvent diffus, même s'il n'ose pas toujours s'afficher, le cynisme est à la mode et notre présent se conçoit difficilement sans lui. La signification du mot a pu évoluer, mais cette attitude a aussi un passé et des représentants précis. Diogène fut l'un d'entre eux. Il était originaire de Sinope et vécut à peu près à la même époque que Platon, entre 413 et 327 avant Jésus-Christ. Il dut s'exiler à Athènes parce que son père, qui tenait la banque d'État, avait, paraît-il, falsifié la monnaie. On dit aussi que c'est Diogène lui-même qui commit ce méfait. C'est un des rares penseurs reconnaissables à sa panoplie, sa besace, son manteau, son bâton, son tonneau qui lui servait d'abri. Il pratiquait une philosophie tapageuse et on raconte pas mal d'histoires à son sujet. On la radio, on veut la télé, nous. Voilà. La radio, on va pas dire. Bon, il y a un objet. Il y a un objet, on voudrait savoir. Vous connaissez-vous vous-même? Oui, c'est quoi un philosophe pour vous? Mais vous, est-ce que vous vous connaissez vous? C'est penser. La philosophie, c'est quoi la radio? La radio, là, La philosophie, c'est penser. Ouais. Et est-ce que le philosophe est un personnage à part? Non. Non, pourquoi? Bah, il a deux bras, il a deux jambes. Ouais. Il a une raison. Enfin, Même il a liberté tel un fardeau. La liberté tel un Lâche-moi, papa, que tu me dis, toi. Ouais, la liberté, c'est un fardeau. Vous aimez la philosophie? Vous aimez la philosophie? non, on supporte. Ça vous a imposé, c'est ça? Bah, pour le bac, c'est obligé. Là, vous interrogez un mec qui a redoublé 3 fois, quand même. Donc, vous voyez, quoi. Je suis obligé de le dire, il a redoublé 3 fois, quoi. Faut pas déconner, tout de suite, merde. Arnaud Spire. Bon, alors Diogène est un philosophe, un philosophe grec, élève d'Antisthène, et ce Diogène de Sinope, parce qu'il habitait Sinope, je crois que sa philosophie est assez bien, le côté positif de sa philosophie, connu sous le nom de cynisme antique, parce que je serai amené tout à l'heure à faire une différence avec le cynisme contemporain, est assez bien résumé par cette anecdote. Lorsque Alexandre, le grand général grec, le grand chef de guerre, conquiert la Grèce, il veut évidemment aller voir ce philosophe dont la réputation ne lui est pas totalement inconnue,
Il vient le voir sur son cheval et s'approche de lui. Et Diogène est assis par terre avec sa besace, son petit manteau de mendiant. Et il lui propose de faire un vœu. Et il lui dit, fais un vœu, tu seras exaucé. Mais il ignore que Diogène méprise la richesse et le pouvoir. Et donc Diogène lui dit un vœu, un seul, ôte-toi, grand Alexandre, ôte-toi de mon soleil. Effectivement, il était au soleil. Et alors, je crois que je dis que c'est le côté positif du cynisme antique, parce que on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce soleil. Alors bien sûr, au premier degré, la métaphore signifie, comme souvent en Grèce, le soleil brille dans un ciel bleu. Mais au-delà, c'est le soleil qui est, le point de départ de l'initiative libre d'un sujet. Voilà. Et je crois que, au fond, on peut dire que le cynisme, c'est une école de pensée qui, reconnaît la primauté de la subjectivité dans le regard qui est porté sur le monde. Je l'ai bien ouf. Viens, on va aller dans des endroits un peu plus calmes. C'est une obsession du refus. S'ils pouvaient savoir qu'eux-mêmes, ils se comportaient comme Diogène. Tu vois. Voilà, il y a le jardin là-bas. Et ce sont des élèves de quelle classe, hein? Alors là, tu vas rencontrer des élèves de TL. Donc pour eux, la philosophie a une certaine importance scolaire, avec l'importance du coefficient. Et puis des élèves de TT, qui pour eux, comme ceux que tu as entendus, hein, des techniques, des AK, pour qui la philosophie peut devenir complètement accessoire. Et des fois, tu es obligé de parler avec les épaules, quoi. Bonjour. Avec les mains aussi. Voilà. Puis regarde, on a la chance quand même que l'essentiel soit là, hein, le soleil. C'est vrai. Et aucun empereur entre nous et le soleil. Regarde, j'aime bien, ça fait friche. Hein. C'est peut-être... C'est un peu sauvage, hein. Sauvage, ouais. Mais pourtant, le lycée, il a l'air Sauvage très ou délaissé, ouais. Ou délaissé. Ouais. C'est la partie non domestique du lycée. Où rien ne se passe. C'est-à-dire C'est-à-dire rien de contrôlé. C'est l'homme à la lanterne en fait. Oui, C'est-à-dire qu'il se promenait dans les rues d'Athènes en plein jour avec une lanterne. Et quand on lui disait pourquoi tu te promènes avec une lanterne, il disait qu'il cherchait un homme. Et pourquoi il disait ça, vous savez? Ouais, parce qu'il trouvait pas d'homme comme lui. Tout le monde aimait le luxe et tout. Venez m'aider. Putain, je parle toute seule. Et physiquement, il ressemblait à quoi? Ah, franchement, j'en ai aucune idée. Il devait être barbu. Ouais. Non, 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 j'ai aucune idée. Et il était habillé comment? Une longue toge là. Je Quelqu'un crois, les qui- longues robes là. Ouais. Vous pouvez vous approcher? Ouais. Allez-y, allez-y. Non, je disais que c'était quelqu'un qui se faisait sûrement remarquer parce qu'il n'était pas comme les autres, il utilisait pas les mêmes, il n'avait pas la même façon de vivre que les autres. Il se lavait pas. Ah oui, ça va. À part dans les rivières, de temps en temps quand il pleuvait. Je sais pas. Je pense qu'il se coiffait pas, il se rasait pas. Il vivait à l'état de nature. Il vivait à l'état de nature. Hein. Et vous savez de quel animal il se réclamait? Le chien. C'est un chien qui aboie et qui mord. Et pourquoi un chien? Parce que c'est un cynique. Et en grec, le cynique, ça veut dire chien.
Et pour vous, c'est ça la philosophie, ressembler à un chien qui aboie Non, et qui mais mord se rapprocher le maximum de la nature. Mais nous comparer à des chiens, non, franchement, non. Mais c'est aussi par rapport à la vie du chien. Il vit simplement, le chien. C'est pas comme les hommes, il les trouve un peu superflus. C'est pour ça qu'il se compare à un chien. Et que bon, les gens l'appellent comme ça, parce que pour les hommes, le chien c'est dévalorisant, alors que pour lui, ça n'a rien de dévalorisant, c'est naturel. Un chien, il mange, il boit et il s'accouple naturellement, alors que lui fait la même chose. Voilà. Et pour vous, ça peut être un idéal de vie, de vivre comme un chien, de pas se laver, pas... Non, un minimum d'hygiène, mais se rapprocher au maximum de la nature. Genre pas besoin d'or, de grosses voitures. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, superficiel. Voilà. Alberto Sorbelli. Alors, à cause de votre proposition d'émission, je me suis vaguement renseigné sur le cynisme et le peu que j'ai pu lire, c'est que les cyniques, au départ, en tout cas le personnage de Diogène, était quasiment à l'opposé de l'utilisation qu'on fait aujourd'hui du terme cynique. On définit quelqu'un comme étant cynique quand c'est quelque chose qui est quasiment à l'opposé de ce qui était Diogène en soi. Diogène. Moi j'ai dit Diogène, mais bon, c'est la même chose. Et donc je crois qu'aujourd'hui, si on se fait traiter des cyniques, c'est plutôt par une démarche qui a un fond disons, en général, c'est un intérêt strictement matériel et un comportement qui vise c'est peut-être le contraire du personnage romantique. C'est quelqu'un qui se laisse moins proie des sentiments, ou des fragilités, ou des émotions pour être plus calculateur, plus proche d'un résultat à atteindre, disons. Et en général, c'est un résultat du style matériel, disons. Je crois que c'est ça, là, qu'on définit dans les langages courants un personnage cynique. C'est la définition qu'on a fait aujourd'hui. Tandis que Diogène, c'était l'envers. C'était vraiment... Déjà, vous m'avez dit au téléphone 2-3 choses et je vous ai répondu, mais est-ce que c'est lui, en quelque sorte, le père du Fluxus, ou en tout cas un des premiers artistes performeurs qui avait une attitude comme ça, dans une gestuelle, une manifestation de ses idées, sans forcément arriver à une matérialisation par rapport à des objets, disons comme on a connu plus tard en art. Et j'ai lu une autre chose intéressante sur Diogène, c'est qu'en fait, à part le côté spudoratezza, comment on dit, sans pudeur, Sans pudeur, oui. Disons... Impudique. Impudique, voilà. Est-ce que on peut faire des coupures de temps en temps? Oui. Attends, 2 secondes, parce que... Vous savez, Diogène, je voudrais le dire, vous savez, Diogène de Sinope, c'est l'école du cynisme. Pourquoi le cynisme? Vous le savez sans doute, parce que ce sont des philosophes qui avaient comme point de rencontre le cynosargue, c'est un espèce de temple où un chien, un chien, un jour a volé un morceau de viande qui était, comment dirais-je, destiné à faire une offrande à un dieu. Et on dit aussi que c'est parce que les cyniques, c'est-à-dire les élèves de Diogène, étaient, en quelque sorte, se conduisaient comme des chiens. Certains se masturbaient publiquement pour provoquer, d'autres faisaient l'amour dans la rue. Mais moi je crois plus profondément que voler l'offrande destinée aux dieux, et qu'un chien se l'approprie, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus, comment dirais-je, dévalorisant pour une offrande?
Robert Sabatier. Durant un banquet, certains convives lui lancèrent des os comme un chien. Il s'en tira en allant pisser sur eux comme un chien. Voilà, ça fait partie des provocations de Diogène, ça. Et ça vous amuse, ça vous choque Quelle réaction vous avez par rapport à ce genre d'anecdote Non, si ça m'avait choqué, j'aurais jamais écrit cet énorme livre. Simplement, je vais vous faire une confidence, ce livre, je l'ai écrit contre moi. Je l'ai écrit en me référant à ce qui était mon idéal d'adolescent, de jeune homme, et que les circonstances de la vie ont fait que je n'ai pas suivi. Et quand Diogène fustige certaines personnes, eh bien, je me fustige moi-même. Mais ça, pour le lecteur, ça n'a pas d'importance, ça m'est personnel. C'est-à-dire que vous êtes envieux d'une telle liberté ? Oui, c'est ce que je n'ai pas su accomplir. D'ailleurs, j'avais peut-être pas la force de l'accomplir. Et qu'est-ce qu'il pourrait vous reprocher, Diogène ? Alors là, vous en venez à quelque chose de personnel. Il pourrait me reprocher d'habiter un appartement, d'avoir des objets superflus, d'avoir un peu d'argent, d'avoir connu le succès, enfin, tout ce qu'il reproche aux nantis. Et ça vous est arrivé, vous, de céder au sens un goût de la provocation ou des choses comme ça, jamais ? Oui, par exemple, quand je suis avec des amis et puis tout à coup je dis j'ai envie de faire pipi et je fais pipi sur le trottoir. Quand Diogène se masturbe en public, c'est encore de la philosophie. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme leçon à retirer de ça ? C'est plus que jamais de la philosophie. Michel Onfray. C'est plus que jamais de la philosophie, d'abord parce qu'il y a 2 ou 3 anecdotes sur Diogène, dont celle-ci, qui sont les anecdotes les plus fameuses. C'est aussi l'occasion des plus grands malentendus, la masturbation sur la place publique. C'est une invitation chez Diogène à se renaturaliser ou à renoncer un petit peu à la culture, à s'ensauvager d'une certaine manière. C'est une façon de dire, n'oubliez pas que vous êtes des êtres naturels et que dans cette nature, il y a des bonnes leçons à prendre, que la pudeur n'est pas forcément bonne conseillère, que un certain nombre des choses qui se font en cachette, manger, dormir, boire, copuler ou avoir des relations sexuelles au sens large du terme, ça peut très bien se faire en public et qu'il n'y a aucune honte à ça. C'est une réflexion sur la honte, sur la pudeur, sur ce qui est naturel et culturel, sur ce qu'on peut faire chez soi mais qu'on s'interdit de faire en public, sur ce qu'on cache et qu'on n'a aucune bonne raison de cacher. Enfin, c'est une invitation à réfléchir sur les valeurs, la création de valeurs, la constitution des valeurs, avec une anecdote qui peut prêter au malentendu mais qui finalement est extrêmement parlante, puisque tout le monde s'est masturbé, se masturbe ou se masturbera, que tout le monde le cache, que personne ne le dit et que finalement on devrait plutôt en faire un état. Diogène s'écria un jour « Ohé des hommes !» Des gens semblèrent aussitôt... Ça semblait. On va recommencer. Diogène s'écria un jour « Ohé des hommes !» Des gens s'assemblèrent aussitôt, mais il les toucha de son bâton en disant « J'ai demandé des hommes, pas des déchets. » T'es content ? Voilà. Ça y est ? Voilà, t'as trouvé un prof de Non, mais ça il est infernal ce gars-là. Alors, il nous traite de déchets, quoi. Ouais. Et Vous vous sentez déchet, vous ? non, Si, toi, si. faut savoir à qui je me compare aussi. Comparé à un dieu ou quoi que ce soit, je suis un déchet. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans ta philosophie, tu dis n'importe quoi. T'as Bah ouais. pas compris ce qu'on vient de faire là. Voilà. On va te faire un gros devis. Parce qu'un dieu, c'est sain, c'est propre. Nous, on a des besoins, comme aller aux toilettes, comme se nourrir, comme avoir des rapports sexuels, comme enfanter, tout ça. C'est ça le comparé à la pureté d'un dieu. Diogène, il allait jusqu'à se masturber en public, parce qu'il méprisait les conventions comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de comportement là ? Là, justement, il a laissé ses instincts prendre le dessus. Ouais. Et il n'a pas su contrôler sa libido, c'est ça ? C'est ça ? Vous pensez qu'on peut faire n'importe quoi ? Bah non, justement. Sinon, on est animal.
si on répond parce que là, il répond à ses instincts. Tant qu'on répond à ses instincts, on est animal. Quand on arrive à se mettre des barrières, à se dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ben, on rentre dans l'humanité. Et on sort de l'animalité. Ta mère, m'en fous. On a la radio. On a la radio, viens. On va l'extraire. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est un être qui a 2 pattes et qui a 4 pattes, mais qui est debout. Donc il ne se sert que de 2. Et c'est un être qui n'a ni poils, ni plumes. Voilà. Et alors, Diogène, dans un coin, attrape un poulet. Il y a des poulets sur l'agora attique, évidemment. Attrape un poulet, le plume à toute vitesse, et le jette sur le philosophe qui vient de trouver cette... en lui disant « Voilà un homme !» Éric Dvorak. À sa façon, et j'aime bien le rapprochement, parce que Diogène pose la même question que Kant. Alors, mettre Diogène à côté du chinois de Königsberg, enfin de cet homme éminemment sérieux et qui a un tel souci du détail discursif qu'est Kant, mais cette question, la dernière, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et Kant, les milliers de pages qu'il a écrits, c'est pour résister à la tentation de donner une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que fait d'autre Diogène? Sauf que Diogène dit « Où sont les hommes ?» Pareil, même démarche socratique. Socrate dit à son interlocuteur « Toi qui sais ce qu'est la justice, dis-moi, puisque elle n'existe pas sous mes yeux, la justice. Donc j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est. » Et Diogène radicalise le questionnement socratique. Qu'est-ce qu'un homme? Vous prétendez en être. Et contre quoi il s'élèverait aujourd'hui, Diogène, si on imagine ça? Le pauvre. Il aurait honte de l'humanité, peut-être. C'est tellement plus complexe. J'ai pas de réponse. Alors je vais la chercher chez les élèves. Parce qu'au moins, chaque année, je suis sûr d'en avoir un élève. Et moi-même. Par un jeu de miroir, les élèves... Alors, leur réponse, ça serait une sorte de Coluche. Enfin, idéalisé. Mais Diogène, ça pourrait pas être quelqu'un qu'on n'entend pas, justement, et qui vit à part de la société, dans son coin Alors, est-ce que Diogène avait besoin de paraître? Est-ce qu'il avait besoin de descendre dans l'agora? Ça, c'est la grande question, et les élèves les plus fins font cette remarque. Mais alors, l'idéal, ça serait d'être seul dans la nature et avec la nature. Pourquoi s'occuper? Pourquoi s'occuper de se moquer des gens, de dénoncer leurs travers, de les mettre en face d'eux-mêmes? Diogène, il cherche surtout à s'accomplir lui-même, c'est ça? Oui, comme tous les philosophes de l'Antiquité grecque, ce que vise la philosophie grecque, c'est d'abord un accomplissement de soi, c'est une autonomie réalisée. On n'est pas. Et il n'y a pas le risque d'un repli sur des positions un peu égoïstes où toute œuvre collective en fait est mise hors champ, quoi. Non, il y a une pratique individuelle dans la cité, c'est une façon d'être engagé d'une certaine manière, c'est une façon d'être dans la cité, c'est une façon d'inviter à se comporter dans le monde, donc c'est au contraire laisser une place éminemment précise dans la collectivité ou dans la communauté, c'est une invitation à dire je donne mais je ne suis pas absorbé par le commun, le collectif, le communautaire. C'est une position collective que celle de l'individu qui fait savoir qu'il sera dans la cité, d'une certaine manière, mais qu'il sera hors de la cité, qu'on ne peut pas compter avec lui pour reproduire le système dans ce qu'il a de plus déplorable. Ça n'est pas égocentrique ni égoïste, c'est peut-être en revanche individualiste si on considère que l'individualisme définit la position
position philosophique de celui pour lequel il n'y a que des individus. Oui, Diogène, mais tous les philosophes de l'Antiquité aussi pensent qu'il n'y a que des individus et que la philosophie s'adresse d'abord à des individus et pas à des communautés ou à des collectivités. C'est d'abord à une personne qu'on s'adresse, justement pour des logiques d'ascèse et des techniques d'ascèse et de construction de soi, parce que ce que vise la philosophie, c'est fabriquer une belle individualité. Il s'agit de fabriquer une existence dont on peut dire qu'elle est réussie. Il n'y a pas de salut, de vie après la mort, enfin on est dans une perspective pré-chrétienne. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de réaliser une belle existence, de styliser une existence. En ce sens, il y a moins un individualisme au sens égocentrique et moralisateur du terme qu'un individualisme au sens éthique, c'est-à-dire construction d'un individu et construction des individus. En plein jour, lampe allumée en main, il se promenait ça et là en disant « Je cherche un homme ». C'est tout. Et vous comprenez comment ce passage ? C'est qu'il ne voyait pas d'hommes. Ouais. En fait, il y avait des hommes, mais comme il ne les considérait pas comme des hommes parce qu'il ne trouvait pas en eux les qualités requises pour être un homme, c'est pour ça qu'il cherchait un homme. Mais en plein jour avec une lampe, justement parce que les autres, ils trouvaient qu'ils étaient pas assez éclairés, peut-être pour lui, je pense. Et quelles sont les qualités requises pour être un homme ? Je pense que c'est plutôt un truc de l'esprit, quelque chose qui venait de l'intérieur. Par ses gestes, par probablement ses discours, il faisait ce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, il aurait passé comme un artiste, il aurait été considéré comme un artiste, disons. Peut-être à l'époque, c'était plus facile d'interpréter un personnage comme lui comme un philosophe, une espèce de père spirituel, de maître qui avait des seguaci, comment dire, des fidèles, disons, des apôtres, comment dire, des disciples, voilà. Et c'est qu'il y avait donc une œuvre qui s'est manifestée d'une façon en disant performative. Hein. Mm-hmm. En tout cas, il n'y avait pas forcément le besoin de laisser des traces, des poèmes, des grands ouvrages destinés à la postérité, mais c'était apparemment un personnage de style comme ça, avec des interventions éphémères qui avaient les mêmes buts, les mêmes probablement forces que des œuvres objets, mais qui ne s'est pas... disons, par ces gestes qu'il faisait, comme vous m'avez parlé des masturbations en public, ou des promenades en plein jour à la quête d'un homme, disons. J'imagine que cela voulait dire d'un individu, d'un homme étant pas un lâche, pas un héros, peut-être pas un roi, pas un esclave, pas un homme. Quelqu'un qui, quelque part, soit libre, comme lui, si vous voulez, libre des biens, libre des... cet aspect, ça c'est un aspect que je peux tout à fait revendiquer, mais moi je vous parle plutôt d'un mon passé, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je serai au futur, mais... Il y a autre chose à propos des gestes et des interventions de Diogène, c'est qu'il faisait un grand usage de son corps. Hein. Oui, là par exemple, il parle de ce qui est naturel ne peut pas être déshonorant ou indécent, et donc... il peut être fait en public. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je n'ai même pas pu réfléchir. J'ai incarné ces principes en fait depuis toujours, et mes gestes artistiques ne sont une preuve certaine. Je ne me suis jamais même posé la question par rapport à ça. Est-ce que c'est bien de vivre de telle façon ? Pour moi, c'était la seule manière d'envisager mon rapport à la culture, donc à la société aussi. Et en ça, tu vois, il y a une pleine adhésion avec cette idée cynique, disons, du cynique par excellence. Et en art, ça peut être une recherche comme ça d'une telle liberté ? J'ai cru au départ de mes actions, et j'ai découvert petit à petit, en me poussant à l'intérieur d'un système qui est codifié comme tous les systèmes, donc même celui de l'art, qui n'était pas aussi évident que ça. En fait, cette prétention de cette liberté que j'ai revendiquée
cette mise, disons, de cette exposition de mon être sans respecter certains codes sociaux, rencontrer une barrage et j'étais vite arrêté par un système qui pourrait être plus ou moins violent selon les occasions et jusqu'à être très violent parfois pour m'empêcher d'être moi-même, bien que moi je suis jamais, et ça je revendique, c'est important parce qu'il y a d'autres artistes qui ont fait d'autres démarches. Comme ça, moi je suis jamais allé contre la loi ni contre les autres. En fait, dans mes actions quand je parle avec des journalistes, des critiques ou des spectateurs tout simplement qui ont assisté à mes apparitions en public, ils disent oui, mais ton action est très violente, suscite une grande provocation, c'est d'une grande provocation et c'est d'une grande violence. Et moi je dis non, si on analyse précisément en quoi ça consiste mes actions, elles sont absolument ni violentes ni provocantes. C'est tout simplement un être humain qui a l'impression de vivre sa vie. Et en toute liberté, disons. Mais c'est l'interdit qu'il rencontre. Et donc, ce contraste qui est généré de cet interdit, qui est interprété comme provocation et violence. Mais ça ne l'est pas en soi. En fait, l'effet d'avoir, pendant en plus un période très court, en 91 à 92, arpenté, comme certains magazines du milieu de l'art ont écrit, le milieu des grands vernissages internationaux, habillé comme une prostituée, donc habillé, pas nu, habillé, donc avec des mini-jupes en latex, des barésies, des talons, dans l'idée d'être réellement vu comme une prostituée. Il n'y avait aucune tentative, et ça aussi je précise parce que je suis toujours tombé sur des analyses très superficielles de mes actions, tu vois, qui disaient « Ah, Alberto Sobelli, c'est celui qui s'est travesti. » Donc, je pose la question à tous les hommes et à toutes les femmes, est-ce que se travestir, déjà, ça veut dire quoi? Oui, ouais, vous non, voulez juste dire Diogène, il était attaché quand même à la différence des genres. Hein. Parce qu'il parlait d'un retour à la nature, donc les hommes sont des hommes, ils doivent s'habiller en hommes, et les femmes sont des femmes et s'habillent en femmes. Il y avait quand même cet aspect-là. Voilà, et ça lui. consiste en quoi s'habiller un homme? Sauf que depuis l'époque de Diogène à aujourd'hui, l'histoire des costumes a quand même tellement évolué, disons que c'est très difficile aujourd'hui d'interpréter ce qu'il y a un vêtement de femme et un vêtement d'homme. Donc pour moi, les problèmes du travestitisme, c'est insoutenable comme argument. Tu vois, c'est d'une démentialité. Du non naturel. Non, Qu'est-ce qui est naturel? Le vêtement n'est pas naturel en soi. Donc, une fois qu'on on est obligé de se soumettre à cette loi qui est inconfutable, disons, le vêtement, on l'a inventé pour se couvrir. Donc après, de quelle façon on va se couvrir? Ça, les époques, les cultures, les couleurs, les modes sont tellement riches que prétendre qu'il y a une façon de s'habiller homme et une façon de s'habiller femme, c'est d'un ridicule, surtout à notre époque, grotesque. Yves Michaud. Périodiquement, dans l'histoire de la philosophie, il y a toujours des gens qui accomplissent une sorte, ce qu'on pourrait dire plutôt une déflation par rapport aux prétentions du discours philosophique. C'est-à-dire que vous avez, si on prend par exemple le discours platonicien, c'est un des discours relativement éthérés, hein, le discours sur les idées, sur l'intelligibilité, sur la nature divine en nous, etc. Donc effectivement, la position de Diogène consiste à dire revenons à terre en quelque sorte. Hein. C'est un peu la même position d'ailleurs que celle de Aristophane dans les nuées, quand il se moque de Socrate qui est justement dans les nuées et qu'il lui demande de redescendre sur terre. Donc il y a eu continuellement au cours de l'histoire de la philosophie des motifs ou des attitudes philosophiques consistant à essayer de revenir au comportement ordinaire ou à la réalité des choses, à une nature humaine non éthérée. Ça a plusieurs formes, si vous voulez. Ça peut être... Donc quelquefois ça prend le nom de cynisme, quelquefois non. Si vous prenez, est-ce qu'on ne dira pas par exemple que Montaigne est un cynique, bien qu'il soit quand même beaucoup influencé par la philosophie
la philosophie antique. Mais effectivement, Montaigne est quelqu'un qui ramène lui aussi à des valeurs beaucoup moins éthérées et à la nature humaine, quoi, un peu comme Diogène. Mais on aurait dans un ordre d'esprit plus contemporain, pas contemporain mais moderne, on pourrait dire que parfois, si vous voulez, dans la philosophie de Wittgenstein, il y a une tendance aussi à vouloir revenir au fait de ce qui est dit et fait, par opposition à toutes les grandes envolées philosophiques. Donc, ce qu'inaugure Diogène, je dirais, c'est ces stratégies de déflation par rapport à la caractère grandiose du discours philosophique. Le cynisme est une philosophie, cynisme antique est une philosophie du double langage. Je crois qu'on peut considérer à la fois que le cynisme est un préalable à l'action et que le cynisme est un obstacle à l'action. Alors le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui domine. Dans la Grèce antique, ce qui domine dans le rapport qu'établit le cynisme, la pensée cynique entre le réel et l'idéal, ce qui domine, c'est la critique de l'idéal, le retour au réel, et dans un sens, on peut dire que ce qui domine, donc, c'est donc plutôt l'obstacle, dans la mesure où, à cette époque-là, plus que 2500 ans plus tard, à cette époque-là, ce sont les gens agissent par idéal. Les gens agissent par idéal. Mais l'aspect par lequel, disons, il provoque l'action, par lequel Diogène provoque l'action, c'est l'aspect, je crois, par lequel la moquerie, la mise à distance des valeurs insérées dans le réel oblige à repenser le réel et à le retravailler. Pas cynique, mais à partir du moment où on en revient au fait et on essaye de revenir au fait, et il y a toujours effectivement un élément encore une fois, de déflation. Vous avez des choses extrêmement élevées, éthérées et grandioses, et vous dites qu'au fond, ce n'est pas si éthéré ni élevé que cela. Cela dit, moi, dans mon cas, si je peux parler à titre personnel, dans mon cas, il n'y a pas de volonté de provocation. Je veux dire, c'est simplement que je trouve que c'est ainsi, quoi. Je veux dire, je pratiquerai pas le cynisme, si vous voulez, comme forme de provocation. C'est simplement que j'ai un sens un peu grossier et en même temps raffiné de ce que c'est que la réalité. Et de ce que c'est que de ce qui est extérieur à la philosophie. Bah, écoutez, ça c'est une question de... ces genres de réflexion sur la philosophie me rendent toujours perplexe, parce qu'il faut savoir ce que c'est. Pour moi, la philosophie, c'est pas une discipline ayant un contenu substantiel propre. C'est une discipline critique, c'est je dirais, un des modes d'usage de la raison critique et de la raison analytique. Mais je ne crois pas qu'il y ait un contenu conceptuel propre à la philosophie. Dans ces conditions, si vous voulez, je veux dire, la philosophie me semble quelque chose de très naturel à pratiquer, qui est en général d'ailleurs pas forcément bien pratiqué par ceux qui en font une activité à contenu conceptuel, je dirais, plein et entier. Mais c'est plutôt une attitude analytique et critique qui peut aller depuis, je dirais, une réflexion assez ordinaire sur la vie ordinaire jusqu'à des choses extrêmement compliquées sur les problèmes que rencontrent les créatures humaines, quoi. Et qu'est-ce qu'il analysait, lui, Diogène ?
Si vous voulez, bon, d'abord, comme tous les penseurs antiques, il faut bien voir que c'est plus une posture, parce qu'on n'a qu'une doxographie, c'est-à-dire ce que les gens nous rapportent. C'est un petit peu comme si, je sais pas, aujourd'hui, pour savoir ce qu'a dit Platon, Kant, Hegel, on était réduit à consulter un petit manuel de philosophie qui nous dirait que nous rapporterait un mélange d'anecdotes et un mélange de contenus doctrinaux extrêmement vagues. Donc c'est un peu le problème, si vous voulez, pour tous les penseurs antiques, c'est qu'il y a une grande partie de reconstruction et je dirais même plus encore une partie de projection de notre part, des postures philosophiques qui nous intéressent et donc on y projette quelque chose. Donc simplement on peut reconstruire à propos de Diogène plein de choses. Il y a une conception de la nature opposée à la convention, une conception du pouvoir politique, une conception de la place de l'homme dans l'univers. On peut toujours reconstruire, mais en fait c'est pas c'est encore plutôt une attitude, si vous voulez, qu'un contenu doctrinal très très identifiable. Voilà, c'est celle-là. Ouais, quelqu'un lui demandait Non, c'est pas celle-là. Quelqu'un lui reprochait de fréquenter des endroits infâmes. Il eut cette réponse: le soleil pénètre bien dans les latrines sans en être souillé. Voilà, super. C'est génial. Mais voilà, et puis c'est tout, quoi. Ça m'énerve. Vous voulez dire qu'il se contente de belles déclarations Ouais, voilà, et puis... Mais pourtant, on peut pas dire qu'il ne fait pas suivre ses discours de gestes. Hein. Enfin, je veux dire, il agit la aussi. Preuve, il y va. Ouais. Quelqu'un lui reprochait de fréquenter des endroits infâmes. Il eut cette réponse: le soleil pénètre bien dans les latrines sans en être souillé. Voilà, c'est tout à fait enfin, une réponse à la Diogène. Il est vrai que dans sa jeunesse, Diogène fréquentait les bordels. Il l'avoue lui-même. Parce que Diogène, il ne faut pas croire que j'ai montré un être sans défaut. Il se fait d'ailleurs remettre à sa place à un moment. Parce que le jour où Cratès, un philosophe qui a existé, un des premiers sceptiques, quand Cratès se marie et qu'arrive une femme tout à fait étonnante pour eux, c'est-à-dire au fond une intellectuelle, une femme qui n'est pas une femme qui se contente de vivre dans son foyer, une femme qui est un philosophe. Et quand cette femme arrive et qu'elle s'adresse à Diogène, il en prend pour son grade. Parce que, en fait, Diogène, misogyne comme la plupart de ses contemporains, et des nôtres aussi, se trouve en face de quelqu'un qui lui rive son clou. Et là, je montre quelques imperfections chez cet homme. Et le fait qu'il se compare au soleil comme ça, qu'est-ce que vous en dites ? Je pense pas qu'il se compare au soleil comme le faisait le roi Louis XIV. Il se compare au soleil comme il se comparerait aux poissons, à la lune, aux chiens, à ce qui existe. On lui reproche de faire une chose, et puis lui il dit voilà, le soleil. Et puis il sort une belle phrase, et puis là, c'est bon. Il a sorti la belle phrase, et puis là, c'est bon, c'est génial d'aller au bordel. C'est ça qui m'énerve. Enfin, on vous sort une phrase comme ça, et puis voilà, on est obligé de penser que... Enfin, elle est où la réaction la réaction des autres? Après, est-ce qu'ils ont dit mais tu dis n'importe quoi, ou je sais pas, parce que là j'ai l'impression qu'il se compare un peu à... je veux dire, il a pas à se comparer. Le soleil, c'est pas un être moral, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vois pas Léo la nécessité de sortir une phrase comme ça et puis il stop. Ouais. Voilà. Voyant un jour un enfant boire au creux de sa main, il brisa son écuelle, disant: cet enfant m'apprend que je conserve encore du superflu. Ouais, voilà, ça c'est... Je trouve que ça c'est moral par rapport à toutes les autres choses qu'il pourrait faire. Et vous, à titre personnel, vous vous sentiriez capable d'une telle attitude? Comment ça? D'agir comme ça? Bah oui, tout à fait. De vous débarrasser du superflu? Par exemple, là, ce qu'il a fait, ça me fait penser, parce que je suis musulman, vous voyez, et puis ça me fait penser à une maxime, on va dire, du prophète qui, à chaque fois qu'il finissait de manger, et puis
Enfin, il prenait son index et puis, vous voyez quoi, il mangeait avec sa main, quoi. Il finissait son assiette avec sa main. Puis voilà, c'est tout à fait ça, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Donc je pourrais très bien le faire, oui. Ça c'est. Et vous le faites? Eh ben non, je ne le fais pas. Non, non, c'est parce que je sais pas, je sais pas, on mange en famille, et puis si je commence à faire ça, bah alors Aziz, qu'est-ce que tu fais là? Non, il y a aussi le père et la mère qui vont se poser des questions. C'est ça. On est dans une société aussi, même pas pour la famille aussi, c'est le regard de l'autre, si je mange à la cantine, je commence à faire ça avec mes doigts, non mais je vais me ramasser une assiette dans la gueule. On pourrait croire qu'il fait peur, mais les injures, les sarcasmes, les coups d'éclat ne semblent pas produire cet effet-là. Diogène reste un personnage attachant. Et quand un gamin lui casse son tonneau, les Athéniens punissent le gamin et offrent un autre tonneau au philosophe. Juste un mot sur le tonneau. On dit Diogène dans son tonneau. En fait, ça ne pouvait pas être un tonneau puisque le tonneau est une invention gauloise, donc postérieure à Diogène, qui est un contemporain de Platon, lui, à l'époque où on n'a pas des tonneaux, mais des pitos, enfin des grandes amphores qui servaient à l'époque à mettre de l'huile ou du vin. Il vivait donc dans une immense amphore plutôt qu'un tonneau. Mais ça, mis à part, je dirais que la dangerosité, elle n'est pas forcément revendiquée par Diogène, qui d'ailleurs est dangereux. Personne n'est dangereux pour une société, sauf peut-être les gens qui sont au pouvoir et qui détiennent le pouvoir. Le danger, il est peut-être du côté des officiels, c'est-à-dire de ceux qui font le réel aussi insupportable qu'il l'est. Et pas du côté des violents? Il n'y a pas de violence chez Diogène. Il y a une invitation à dire « Ne comptez pas sur moi pour faire ce monde comme il est et pour le faire durer ». Diogène n'a pas envie d'être violent, il n'a pas envie d'être révolutionnaire, il a envie de se rebeller, de résister, de dire vous ne serez pas, vous ne me compterez pas parmi vous et vous ne pourrez pas faire de moi l'un de vos suppôts. C'est tout ce que dit Diogène. Il n'a pas envie de révolutionner le monde, il dit vous ne ferez pas avec moi ce qui fait ce monde que je n'aime pas. Donc la dangerosité, ça n'est pas la question qu'il se pose, et je pense qu'il peut, dans sa façon d'être perçu, passer pour un personnage sympathique dans Athènes ou Sinope ou les autres endroits, ou Corinthe, où il se rendait tout simplement parce qu'il fait partie du paysage. On le rencontre dans la rue, il est sympathique, il est rigolo, il fait toujours 2 ou 3 sottises, c'est lisible à plusieurs niveaux. Le personnage qui se masturbe sur la place publique, c'est évidemment celui qu'on voit a priori et qui interpelle et avec lequel on peut ne pas penser, mais c'est aussi celui qui peut faire réfléchir. C'est-à-dire l'anecdote, elle est visible par tout le monde, lisible par quelques-uns seulement, mais tout le monde peut avoir un avis, et c'est plutôt la vie sympathique qui triomphe. Bon, il n'aime pas les pouvoirs, il n'aime pas les grands, il n'aime pas la richesse, il n'aime pas l'argent, il aime plutôt les individus sympathiques a priori, il est capable de quelques jeux de mots, c'est un grand plaisantin, enfin les jeux de mots en grec sont très abondants chez Diogène. Vous pouvez nous en... non, parce qu'après il faudrait rentrer dans le détail du grec, je dirais des espèces d'homophonies comme on en faisait chez les Grecs. Quand on disait soma, sema, par exemple, le corps est un tombeau, si vous dites le corps est un tombeau aujourd'hui, en grec il y a une espèce d'assonance qui fait sens, un jeu de mots au sens premier du terme, un jeu avec les mots. Ça en était truffé chez Diogène, et notamment des jeux de mots un peu salaces qui renvoient à la blette, le légume à la mollesse, donc au manque de virilité, donc à la détumescence. Enfin, il y a un nombre considérable de jeux de mots en grec qui font que le personnage est plutôt sympathique pour les Corinthiens ou les Athéniens qui le croisent. Donc quand on lui brise son amphore, il a évidemment sûrement des gens sympathiques dans le coin qui ont envie de lui repayer sa petite maison. Mais il faut faire attention aussi aux anecdotes. Elles font partie d'une doxographie tardive qui, elle, vise à édifier. Il s'agit de raconter des histoires saintes un petit peu sur le personnage. Donc parfois, les anecdotes, on les retrouve courant sur le compte d'Aristippe de Cyrène ou de quelques autres.
C'est une façon de dire un personnage exceptionnel a des comportements exceptionnels, puis un personnage qu'on aime bien, on est bien obligé d'en faire un personnage exceptionnel. Donc on crée une espèce de geste religieuse autour de lui. Alors parfois les anecdotes sont à prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des signes de sainteté laïque, mais pas forcément des signes de vérité historique. Alors qu'en est-il du Pythos, du fameux tonneau, enfin de l'amphore brisé, on n'en sait rien, mais toujours est-il que ça témoigne pour la sympathie d'un Diogène dans la cité. Diogène, lui, il n'a pas été condamné à mort. On dirait qu'il ne fait pas peur, enfin qu'il l'effraie pas. Il ne l'effraie pas. Moi, j'aurais une interprétation simple, c'est que c'est une sorte de mendiant. C'est une sorte de mendiant, c'est un original. Il peut aussi passer carrément pour un fou. Dans la position du philosophe, il y a toujours la possibilité de s'en sortir en passant pour un fou. Il est valable que s'il avait organisé son enseignement, s'il avait eu vraiment des disciples et s'il avait pris une position sociale plus centrale, il aurait probablement eu des ennuis. Mais à partir du moment où il est en position réellement marginale, il est plutôt dans une position d'original qu'il protège. Ce qu'il y avait avec Socrate, c'était tout à fait différent. C'est que d'une part, c'est qu'il avait des disciples, il faisait école, qu'il formait une grande partie des gens qui allaient être des politiciens. Donc il y avait des implications politiques dans l'attitude de Socrate. Je crois que dans le cas de Diogène, on a plus affaire à une sorte de bitnik ou de routard ou de clodo aussi, qui vaticine dans les rues. Donc à la fois ça peut fasciner certaines personnes, c'est entre, je dirais, Aguigui et je ne sais pas, chez personne, mais c'est entre Aguigui et un situationniste. Mais les situationnistes étaient des gens qui ont écrit et qui avaient une doctrine assez systématisée. Tandis que là, c'est plutôt de l'ordre de la position marginale. Vous incarnez quand même une forme d'institution, non ? Contre laquelle Diogène s'est élevé, non ? Oui, bien sûr, et contre laquelle souvent je m'élève aussi. Et avec les mêmes griefs que ceux de Diogène ? C'est-à-dire, je vois à quoi vous faites allusion, j'appartiens à l'Académie Goncourt. Bon. Eh bien, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il y a 30 ans, un jour, mon ami Hervé Bazin, c'est un ami que j'avais connu même avant qu'il écrive, me téléphone et me dit, voilà, on t'a élu à l'Académie Goncourt. Ça a été la consternation. Ma femme était furieuse en disant, tu traduis tous tes idéaux de jeunesse, tu m'as toujours dit toute autorité d'un individu sur un autre est une usurpation, en citant Emerson, et là tu vas te mêler de juger les autres. Elle a failli partir, on a failli divorcer. Et je me suis dit, la meilleure façon de me racheter, puisque j'en fais partie, et que je ne peux pas faire la vacherie à des amis qui m'ont élu de démissionner, eh bien, mon seul alibi, ce sera de bien faire mon travail. C'est pourquoi chaque année, pendant 3 mois, je m'astreins à lire énormément de livres. Certains sont très beaux d'ailleurs, mais il y en a beaucoup qui manquent d'ailes, c'est-à-dire qui ne s'envolent pas beaucoup plus haut que terre. Et ça, disons que c'est ma manière de me donner les verges. Et Diogène, lui, s'il avait été élu à l'Académie Goncourt, comment il aurait réagi ? Il aurait refusé. Si vous êtes là aujourd'hui à m'interroger sur le cynisme, si je dois trouver un pourquoi vous venez me voir à moi... Alberto Sorbelli. C'est parce que moi j'ai commencé comme un tas d'autres jeunes personnages qui voulaient plus ou moins faire, découvrir le milieu de l'art ou arriver à comprendre qu'est-ce que c'est l'art ou à se faire comprendre par les autres. Donc je suis passé par l'école de Beaux-Arts et
Et j'étais évidemment dans un atelier de peinture où il y avait un tas de gens qui travaillaient du matin au soir, qui faisaient des grandes toiles, des grands dessins. Il y avait vraiment cette idée du travail, encore là, l'uniforme, tu vois, ils aimaient bien être perçus comme étant des jeunes artistes, des peintres, donc ils avaient des pantalons pleins de peintures, des grands tabliers pleins de peintures bien sales pour dire « moi je suis un artiste, moi je travaille ». Donc il fallait que le vêtement porte cette qualité, en fait, ça puisse les distinguer. Et moi, j'ai fréquenté l'école des Beaux-Arts. Je me rappelle, à l'époque, j'aimais bien mettre des chemises blanches, une veste de tweed, comme ça, j'avais une mallette en cuir. J'allais là, je regardais, évidemment, la moindre tache de couleur m'aurait dégoûté, disons, et les mains étaient absolument propres, les ongles comme ça. Il disait, à quoi bon toutes ces heures passées à peindre, à travailler quand, disons, à cette époque-là, il me paraissait fondamental de véhiculer un message, et pour que le message passe, il doit être envoyé de la façon la plus rapide, la plus radicale et la plus simple. Donc avec le moins de moyens possible. Donc même la toile, les couleurs, la matière, disons, ce problème esthétique d'une composition, d'une forme qui dérive d'un travail pictural et tout, ça me paraissait un surplus, disons, quelque part, quelque chose qui allait polluer un message éventuel que moi je voulais faire passer. Donc le but, ça le message, c'est pas tellement l'enveloppe qui le contient, c'est pas tellement la forme dans laquelle je vais faire passer ce message, bien que moi je me suis été pris dans d'autres problèmes formels aussi, parce que moi aussi j'ai dû choisir de quelle façon me présenter, disons, avant de le personnage de pute, j'avais commencé avec un autre personnage que c'était celui du secrétaire. Donc j'ai dû faire face à des choix formels, traditionnels, comment s'habiller, comment se mettre en scène, quel événement, quel style de... Pour le secrétaire, j'avais besoin d'un mobilier parce que j'avais besoin d'un vrai bureau, des chaises, de toute une activité bureaucratique avec, qui me permettait d'avoir des entretiens avec un interlocuteur. Et ces entretiens avaient donc comme matière seulement ma voix et éventuellement une gestuelle manuelle. Tandis que c'est à ce moment-là que je dis peut-être, quel autre métier me donnerait la possibilité d'avoir des entretiens à la fois avec une client à la fois, des spectateurs à la fois. Peut-être la pute, c'est celle par excellence, qu'elle est destinée dans sa vocation à s'adapter à chaque fois à l'exigence du client. Donc elle va faire une performance à chaque fois spécifique, ça ne sera jamais la même. Et en plus, elle peut jouer avec la parole, avec les gestes manuels, elle peut jouer avec son corps, avec des silences, avec ses jambes, elle peut utiliser une gamme, disons, d'instruments, des gestuels, tellement plus vastes que celle du secrétaire, qui m'a intéressé évidemment plus. Et j'ai continué à avoir ces entretiens, disons en tout cas de rechercher ces entretiens, non plus sous la forme du secrétaire, mais sous la forme, cette fois-ci, d'une pute. Donc, j'étais obligé à résoudre des problèmes formels. Mais bien, je reviens au problème. Quand j'étais jeune étudiant, je voyais qu'il y avait une grande perte de temps, disons, du côté atelier, préparation de l'œuvre, conception, exécution de l'œuvre et tout. Moi, je voulais aller droit au but, envoyer tout de suite mon cri, mon message d'une façon la plus rapide, la plus immédiate, et il fallait que ça passe par des événements qui ont cette efficacité, comme presque un point. Donc il n'y avait pas besoin tellement de le travailler, le point. Il fallait tout simplement le ressentir très fort et le mettre sur la bonne trajectoire. Et une fois que tout... il fallait vraiment le lâcher, quoi. Et si l'endroit était bien choisi et si la situation était bien choisie, ça pouvait avoir une efficacité. Et c'est donc ça qui pourrait éventuellement faire de moi un cynique.
Âgé de près de 90 ans, dit-on, il parvint au terme de sa vie. Les versions de sa mort sont cependant bien différentes. D'après les uns, il fut saisi de coliques et mourut ainsi après avoir dévoré un poulpe tout cru. D'autres prétendent qu'il retint volontairement sa respiration. Il est mort comment, vous, à votre avis? Si vous imaginez simplement. Je pense que, vu qu'il était tout seul, comme apparemment, vu qu'il était tout seul. Non, il est mort ouais, voilà, tout à fait, de solitude. À force de rester tout seul, Ouais. il en est mort. De n'avoir personne autour de lui, il en est mort. En fait, ce qu'il a dit, c'est une façon imagée un peu. C'est pour représenter comment il était seul et comment ça se passait intérieurement dans sa tête. C'est ce que je pense. Ouais. On raconte aussi qu'il est tombé. Et donc, il s'est adressé à la terre et il a dit bien, voilà, n'insiste pas, je suis prêt. Et donc, il y a l'idée d'une acceptation de la mort. L'homme libre est celui qui n'a pas peur de la mort. Or, dans la société, est-ce qu'on ne cultive pas tout le temps, au travers de la recherche du luxe, cette fameuse peur de la mort? Retarder sa mort propre en se dispersant dans l'attachement aux biens matériels. Il ne disparaît pas par accident. Il disparaît parce qu'il a décidé Robert Sabatier. à tout jamais que ce n'est pas le destin qui choisira seul. Pour lui, le moment de sa mort, il en est le maître et que c'est lui qui la choisira. Alors il choisit la méthode la moins facile, c'est-à-dire de fermer la bouche et de se pincer les narines, ce qui nécessite certainement un immense effort de volonté. Mais c'est pas très conforme à la nature, ça, de décider de l'instant de sa mort, hein. Il se conforme à la nature, mais il se conforme aussi à sa nature propre, quand même. Yves Michaud. Ça veut dire qu'il ne peut pas rendre son dernier souffle, sinon par le trou du cul. Ça, c'est un thème rabelaisien aussi. C'est-à-dire qu'il est obligé de péter son âme au lieu de l'exhaler comme un philosophe digne de ce nom doit le faire, ou comme un être humain digne de ce nom doit le faire. Donc c'est vraiment un système de renversement. Je vous ai parlé là de Rabelais. Je crois qu'il y a des éléments aussi de cette type de renversement cynique dans une tradition qui est une tradition rabelaisienne. Et en fait, il y a toute une tradition cynique qui est très minoritaire, mais qui circule à travers l'histoire de la pensée. C'est une attitude humaine et une position humaine, disons, quasiment permanente. Le cynisme, moi j'aurais toujours tendance à penser que dans le cynisme, il y a une position de... C'est un avis personnel, là je rentre dans le domaine de la projection. Il y a toujours une position qui peut être susceptible de décrochement successif, c'est-à-dire elle peut toujours être... Il y a un premier degré du cynisme, un deuxième degré, un troisième degré, on peut toujours justement déconstruire une fois de plus la chose. Donc j'ai pas... je sais pas, j'ai pas tendance à prendre le cynisme, non pas comme une position sérieuse, mais pas comme une position très facilement identifiable. C'est toujours une position qui s'échappe, je dirais, en disant je suis cynique, mais je peux l'être encore plus, ou je peux l'être encore d'une autre manière, donc c'est un objet assez évanescent. Mais peut-être que je me trompe, je suis pas un spécialiste du cynisme antique, donc je suis... ça serait plutôt, je dirais, moi je serais plus frappé dans le cynisme par un mode de fonctionnement qui consiste à critiquer de manière incessante, à rabaisser, à dénier, et d'une certaine manière, le cynique peut lui-même, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup en philosophie, le cynique peut lui-même s'en prendre à lui-même, en quelque sorte, puisque même ce qu'il dit peut être, encore une fois, attaqué d'un point de vue cynique. C'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est une position sérieuse, parce que c'est des positions qui sont continuellement autodestructrices, si vous voulez. De ce côté-là, je crois assez volontiers que une position cynique qui va jusqu'au bout, ce serait plutôt, elle risque de finir par une sorte de suicide, par la destruction du philosophe lui-même.
Michel Onfray. S'il faut chercher du cynisme à l'œuvre au sens de Diogène, je dirais, on a un acte célèbre qui est le Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs à la télévision. C'est-à-dire ça suppose qu'on fasse un geste raccourci, le mépris de l'argent par exemple, ou montrer comment fonctionne la fiscalité, brûler la moitié d'un billet de 500 francs en disant voilà ce que je donne au fisc. Enfin, c'est un geste qui parle beaucoup, qui choque. On a beaucoup dit à l'époque que c'était une façon de mépriser l'argent, que c'était une façon d'insulter les pauvres. Enfin bon, tous les malentendus habituels, comme il y a eu des malentendus habituels sur la geste cynique. Toutes les gestes cyniques qui aujourd'hui sont pratiqués sont aussi à même d'être mal interprétés, et on pourrait en trouver ici, là ou ailleurs. Ce serait refuser des pouvoirs, ce serait refuser, parfois discrètement peut-être, mais refuser d'être invité à l'Élysée, d'être invité à Matignon, refuser d'écrire dans certains journaux, refuser de diriger des pages culturelles, refuser d'être à Paris, refuser le jeu mondain, enfin refuser un certain nombre des choses qui font que le pouvoir est ce qu'il est et que la vie se vit comme elle se vit habituellement par les autres. On n'est pas tenu d'être dans le grand geste théâtral et démonstratif. On peut parfois se contenter d'un certain nombre des refus qui permettent d'être debout quand tout le monde est couché ou avachi. Arnaud Spire. Je suis assez perplexe sur le cynisme contemporain, parce qu'il y a un bon aspect aussi dans le cynisme contemporain, c'est le rire. Je crois, moi, personnellement, que le rire, c'est pas seulement l'assertion d'une mécanique dans du vivant, comme le disait Bergson. Je crois que le rire, détend. Ce qui fait rire, c'est ce qui, et en même temps, ce qui détend, ce qui, relativise. Et je pense que, étant donné les tensions dans lesquelles nous vivons à notre époque, je pense que le cynisme a encore une vertu, au moins la vertu de l'humour, la vertu de faire rire. Mais par contre, il est clair que le cynisme est davantage l'attitude théorico-pratique, si vous voulez, ou praxistique, par laquelle celui qui est favorisé non seulement justifie la faveur, les richesses, tout ce dont il jouit, mais justifie aussi, augmente sa capacité à éprouver du bonheur ici-bas, quoi. Voilà. Il admirait des gens qui, sur le point de se marier, ne se mariaient pas. Ceux qui, prêts à partir en voyage, ne partaient pas. Les gens qui s'apprêtaient à se lancer en politique et ne s'y lançaient pas. Ceux qui avaient en vue d'élever des enfants et n'en faisaient rien. Et ceux qui, enfin, qui se disposaient à vivre dans la compagnie des puissants et ne s'en rapprochaient point. Oui, un petit peu. Enfin, je trouve que le mariage, de nos jours, ça sert à rien. Parce que les gens ils divorcent trop pour... ils vont trop divorcer pour... ils vont se marier et puis au bout de quelques temps, ils vont trouver quelqu'un d'autre. C'est plus comme avant, le mariage. Mais ça veut dire qu'il faut rien faire, parce que là, il incite à ne rien faire quand même. Non, il peut avoir... on peut toujours essayer d'améliorer son couple. Ceux qui ont la force et la volonté, bien sûr. Mais ceux qui n'en ont pas, ils vont faire comme il dit, ils vont échouer et puis ils vont laisser tout tomber, ils vont divorcer et puis ils ne penseront pas ni à leurs enfants, ni à ce qu'ils avaient créé avant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Se détacher, c'est la grande leçon de Diogène avec cette anecdote-là. C'est une façon de dire que nous ne sommes que des individus, c'est-à-dire des indivisibles, des atomes, et qu'on vaut par soi-même et pas du tout par la fonction sociale. On ne vaut pas comme père, on ne vaut pas comme employé, comme fonction sociale ici, là ou ailleurs. On vaut comme un individu. On ne vaut pas non plus par ses projets, mais par son être. Être capable de se détacher des projets qu'on avait, c'est-à-dire vouloir se marier puis ne pas se marier, faire des enfants et ne pas faire d'enfants. C'est une invitation à l'individualité solaire, rayonnante et radieuse. C'est une invitation assez tragique aussi à son existence comme un trajet singulier. Solipsiste, on dit dans un gros mot philosophique, c'est-à-dire on est seul, on est tout seul, on vit tout seul, on souffre tout seul, on jouit et on meurt tout seul. Cette invitation à assumer joyeusement cette vérité d'un ordre tragique, c'est une évidence que Diogène nous met sous le nez. Et l'éloge du détachement, c'est l'éloge de la souveraineté. Je crois que le cynisme antique peut servir d'arme contre le cynisme contemporain.
Si le cynisme contemporain, c'est l'absence de valeur, l'absence de vertu, le fait d'être sans foi ni loi, ce qui caractérise assez le nihilisme de notre époque, Diogène, si c'est le retour d'un certain nombre de vertus exigeantes, la rébellion, l'absence de compromission, la résistance, l'insoumission, si Diogène et son cynisme c'est ça, alors il faut que le cynisme antique soit le remède au cynisme de notre époque. Et ça marche très bien. Je pense qu'on peut... Alors il ne suffit pas de se masturber sur la place publique, ce serait trop simple, ou de se transformer en pétomane ou en cannibale, parce que c'était les grandes vertus de Diogène aussi, pour se croire philosophe d'une part et cynique d'autre part. Il y aurait pléthore sinon, mais il y a un certain nombre d'attitudes à réinventer qui sont tout à fait contemporaines, qui sont à réactiver en fonction de notre postmodernité, je dirais, une civilisation médiatique, une civilisation de l'argent, une civilisation du capitalisme industriel, et dans cette civilisation et cette culture, il y a une geste cynique à réinventer. Moi, je m'y essaie théoriquement depuis un certain nombre de livres, et puis pratiquement, j'essaie d'y tendre au quotidien. Ce qui l'emporte, je crois, dans le cynisme contemporain, qui se caractérise par la cohabitation de belles paroles morales avec des comportements, des conduites qui le sont moins, je crois que ce qui l'emporte, c'est tout de même l'obstacle. Le cynisme, aujourd'hui, démobilise. Alors, qu'est-ce qui, d'abord, fait aujourd'hui le mouvement qui pourrit tout? C'est l'argent qui pourrit tout, c'est-à-dire, en fait, il n'y a rien. Ça a été mis en poème, je crois que nous le citons avec Jean-Paul Jouary, dans celui qui est le co-auteur du livre avec moi, par Boileau, qui disait « J'ai de l'argent, je suis beau. J'ai de l'argent, je suis aimé. » Voilà. Boileau, oui, Boileau. Et le cynisme contemporain, c'est, disons que l'argent, qui est un mode de circulation de la valeur, c'est cette perversion, donc par l'argent, puisqu'il est pervertissant, s'est étendue à, je crois, de nombreux domaines de la réalité qu'on appelle les valeurs. Voilà. Peu importe si je fais le contraire que la valeur que je proclame, puisque mon comportement est en quelque sorte protégé de la critique de l'opinion publique par le discours hypocrite que je tiens sur les valeurs. Il faut donc accepter sa propre hypocrisie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout de même un très haut degré de perversion. Et alors on voit ça d'abord dans le domaine, disons, de ce qu'on appelle le domaine financier aujourd'hui, dans la mesure où le domaine financier, c'est un domaine où, en quelque sorte, l'argent fait des petits, sans légitimité, puisqu'il n'y a pas d'échange avec des marchandises. Ce qui compte, c'est pas l'échange entre des marchandises, mais ce qui compte, c'est la somme d'argent qu'on injecte et la somme d'argent qu'on en retire. C'est déjà un cynisme pratique considérable. Ensuite, il y a, je crois, plus grave, le cynisme en politique, plus grave. Le cynisme en politique, vous savez, alors ça, c'est un cynisme extrêmement populaire, pas sous le nom de cynisme, mais les hommes politiques promettent en période électorale monts et merveilles, au besoin d'ailleurs ébauchent le geste pour le joindre à la parole. Là, je crois que c'est tout le monde n'en meurt pas, mais tous sont atteints. Alberto Sorbelli. Alors là, je me lance dans une aventure qui n'est pas la mienne, parce que je suis ni philosophe, ni un helléniste, disons, compétent en la matière. Mais pourquoi on aurait attribué aujourd'hui, défini de cynique, une attitude qui, en fait, je découvre être contradictoire à celle de Diogène au départ. Parce que j'ai lu
qu'après, disons, les cyniques qui sont petit à petit disparus, en tout cas ça s'est perdu de mot, que cette tendance vers le 2e et le 1er siècle avant Christ. Tandis qu'ils sont revenus après, vers le 1er au plus tard encore. All'inizio di questa rinascita sono sconosciuti, ma tuttavia, nei principi di cinismo, anche uomini colti con le stesse. Tra i cinici del primo e del secondo secolo après Christ, voilà, dans le 1er et 2e siècle après Christ, il y a eu un retour de ce personnage. En fait, les cyniques anciens, disons d'avant Christ, tout d'un coup étaient identifiés comme le personnage qui vaguait de ville en ville, un peu dépouillé des biens matériaux, sans logement fixe, comme ça, dans cette idée de la dépouille, de la perte de ce qui est matériel, en tout cas même d'une école, d'un lieu, d'une philosophie à divulguer, construite. Il y avait une liberté dans l'interprétation, même dans la doctrine du cynique. Et les disciples pouvaient interpréter ce qui les intéressait dans cette doctrine et ils n'étaient pas obligés d'adhérer à l'ensemble des principes. Donc il y avait quelque chose de vraiment libre, flou. Et tandis qu'après, cette caricature, c'est devenu une caricature. Donc il y a eu un tas probablement d'imposteurs cyniques qui s'est baladé un peu en répétant ces gestes des premières cyniques d'avant Jésus-Christ, en répétant, disons, peut-être dans l'espoir d'être aussi considéré que ça l'a été avant, parce que Diogène, à sa mort, est devenu tout de suite un mythe, et un personnage légendaire, et on a quasiment peu après sa mort. Donc il y avait peut-être ça, il y avait une utilisation d'un personnage du cynique réutilisé sans la même force et sans la même radicalité ou inspiration, disons. Donc un abus, en quelque sorte. En art, ça existe aussi, ça, avec le maniérisme ou évidemment, et en art, ça existe aussi, sauf qu'il y a manière d'être maniériste, parce qu'il y a des grands maniéristes, c'est pas forcément, disons, négatif d'être un maniériste. Et donc, l'acception qu'on fait aujourd'hui du cynique vient peut-être de cette remontée du 1er et 2e siècle après Christ, de ces personnages faux cyniques, mais ils avaient l'attitude des premiers cyniques. Pourquoi les gens donnent-ils aux mendiants et non aux philosophes? Réponse de Diogène. Les gens s'attendent à devenir un jour boiteux ou aveugles, mais jamais à devenir philosophes. Merci Jamel Chemam. Je vous en prie. Wow. Ça a été un plaisir. Vous croyez que vous allez devenir philosophe ou un jour Jamel Chemam, ouais. Mais on est philosophe de nature. Mais il faut trouver la philosophie en soi-même. C'est dommage qu'il n'y a pas une caméra. Vous aurez filmé ses chaussures, madame, je vous jure. Je vous jure. Non mais c'est bon, on est tous philosophes. C'est quoi être philosophe alors? C'est prendre du recul et penser, réfléchir. Pour moi, c'est ça la philosophie. Il est là. C'est ma définition de la philosophie. Eh, Chir Ben Nabil. Eh, Chir. Eh, Nabil. Nabil Acharki. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la philosophie, mec? Eh, Nabil, vas-y, parle. Qu'est-ce que tu penses de la philosophie? Qu'est-ce que tu penses de la philosophie? Il est sympa avec son micro, il est pétage. À celui qui prétendait que vivre est un mal, il répliqua non pas vivre, mais mal vivre. Vous savez ce que c'est, mal vivre? D'après lui? Mal vivre, c'est le luxe pour lui. Enfin, c'est ce que je pense. Le luxe, donc... il dit que tous ceux qui ont vécu, en pensant à la richesse, au luxe, ils n'ont pas vraiment vécu, en fait. Ils n'ont pas explosé. Ils étaient enfermés dans leur bulle, en fait, et ils n'ont pas pu s'extérioriser au monde. Premièrement, ils considéraient les gens comme des inférieurs, et c'est pas une forme, c'est pas vivre ça. Enfin, moi aussi, je pense ça personnellement.
Donc, mais alors, je suis d'accord. C'est quoi vivre? Vivre, oh là là. Et bien vivre. Bien vivre. Premièrement, pour moi, je peux donner mon opinion. Ouais, bien sûr. Or pour moi, bien vivre, c'est de pas faire de différence d'une entre les modestes, les riches, quoi que ce soit. C'est être, premièrement, pouvoir explorer le monde, avoir diverses opinions et être... c'est dur à expliquer en fait. Allez les gars, vous avez bien bossé, vous avez le droit à une sortie. Ben oui, ils ont bossé, figure-toi. C'est une émission sur Diogène le chien. Diogène le chien? Ouais. C'est un philosophe. On l'avait surnommé le chien. Ah, c'est Bastien. Oui. Résiste. Il est vieux. Il a oublié Tarzan. Vendredi de la philosophie, portrait, Diogène de Sinope. Avec Sabrina, Fariza, Samira, Christelle, Abdelaziz, Soraya, Angèle, Samantha, Abdelak, Jamal, Michael, élève au lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine. Avec aussi Éric Dvorak, Alberto Sorbelli, Yves Michaud, Robert Sabatier, auteur de Diogène aux éditions Albin Michel. Michel Onfray, auteur de Cynisme, portrait du philosophe en chien chez Grasset. Arnaud Spire, auteur avec Jean-Paul Jouary de Servitude et grandeur du cynisme chez Desclés de Brouwer. Groupe de réalisation, Manuel Couturier, Lionel Quentin. Une émission de Swat Kitani.